l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 8, monde matériel, monde spirituel. Quand on enferme la vérité sous terre, elle s'y amasse, elle y prend une force telle d'explosion que, le jour où elle éclate, elle fait tout sauter avec elle. Tels sont quasiment les derniers mots sur lesquels Émile Zola achève le célèbre réquisitoire publié à la une du quotidien L'Aurore le 13 janvier 1898 sous le titre « J'accuse ». Cette lettre ouverte au président de la République, Félix Faure, vise à dénoncer l'injustice et l'erreur judiciaire dont Alfred Dreyfus est, depuis 1894, la victime. L'innocence de Dreyfus, la vérité enfin reconnue, prophétise Zola, éclateront comme une bombe qui fera voler en éclats le mensonge d'État. Zola n'invente pas, bien sûr, la métaphore, il se l'approprie. Depuis longtemps déjà, la langue nous parle de faire éclater la vérité. La vérité dynamiterait ainsi les faux-semblants, les préjugés, les apparences trompeuses, en même temps qu'elle éclate en un feu d'artifice. Elle fait tout sauter avec elle, écrit Zola. Alors cette dramatisation de la vérité et de la violence destructrice qui en accompagne la révélation gagne en intensité dans le cadre du prétoire, théâtre où se joue précisément la tragédie des faux-semblants, mais elle opère aussi dans le contexte de l'enquête, de la recherche de ce qui a vraiment eu lieu, de l'identité d'un criminel. À l'exemple historique de l'affaire Dreyfus, on pourrait aussi substituer la catastrophe sur laquelle s'achève Oedipe Roi, de Sophocle. La vérité brûle la conscience d'Oedipe, qui se crève les yeux de désespoir, comme pour ne plus avoir à en supporter l'éclat. Dans les deux cas, la vérité est une révélation, un dévoilement, le dévoilement de ce qui est. C'est d'ailleurs ainsi que les Grecs la pensent, cette vérité. À la fois dans le mouvement de découverte, quelque chose est caché, dissimulé, recouvert, et dans ce qui se révèle alors, une fois le voile levé, la surface lisse et cosmétique des apparences déchirées. C'est ce qui est la vérité. Le vrai s'impose, une fois violence faite au faux, en quelque sorte. Ce qui nous rappelle d'une part que la vérité n'est pas immédiate, qu'elle n'est pas donnée, qu'il faut peiner pour l'appréhender, qu'elle fait l'objet d'une quête, d'une recherche douloureuse. Zola y perdra le confort douillet de son existence bourgeoise, il faudra en effet s'exiler en Angleterre entre les deux procès, et il finira même par y perdre peut-être la vie. Quant à Oedipe, évidemment. D'autre part, tout cela nous rappelle aussi que le moment de vérité vient après coup, dans un deuxième temps, comme si d'abord il y avait quelque chose qui l'empêchait, comme si notre nature nous attachait par principe à l'illusion, à l'erreur, au préjugé, au mensonge, comme si notre esprit n'était pas fait pour la vérité, comme si se dressait entre notre aspiration au vrai et à la vérité l'obstacle de notre propre nature, celui de nos sens, l'obstacle de notre opinion. La vérité, dans le contexte précis des exemples qui précèdent, est annoncée à l'occasion d'un jugement, celui d'un tribunal ou bien celui d'un homme qui assemble contre lui-même des preuves, Oedipe. Dans les deux cas, la vérité consiste en un jugement vrai sur ce qui s'est passé. Les fuites de l'état-major français, la mort du vieux roi Laios. L'innocence de Dreyfus et la culpabilité d'Oedipe sont des faits, des réalités. La vérité, elle, s'établit à travers un discours sur ces réalités conformes à ces mêmes réalités. Il n'y a du vrai ou du faux que dans les jugements, dit Aristote. Au fond, la vérité est une conformité, ce que l'on appellera bientôt une adéquation, entre ce qui est pensé et ce qui est réel. Cette conformité associe les choses et l'intellect. On parlera alors d'ailleurs de vérité matérielle. Ou bien quand il s'agira d'une conformité entre un jugement et les règles de la logique, indépendamment de toute réalité, on parlera alors de vérité formelle. Vérité matérielle, vérité formelle. Voilà une première distinction qui en appelle peut-être d'autres. Car on a vu aussi que la notion de vérité ne s'appliquait qu'à des énoncés, bien sûr. Alors, parfois il peut s'agir d'évoquer des personnes, dont le propre serait de se refuser toujours au mensonge ou à la tromperie. Des personnes qui voudraient toujours dire la vérité, qui voulaient toujours être vraies. On parlera alors de véracité. En ce sens, Kant évoque la véracité comme, je cite, un devoir formel de l'homme à l'égard de chacun. La véracité est peut-être, pour cette raison,
la condition même du lien social. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.